Salut à tous. Le harcèlement sexuel, ce phénomène décrié dans notre société, n'épargne pas le monde scolaire. Il se manifeste sous plusieurs formes dans nos collèges et lycées. Malgré les efforts déployés pour sensibiliser et réprimer, le harcèlement sexuel ne cesse de prendre de l'ampleur. Nous recevons aujourd'hui dans votre émission Les enfants nos trésors, Madame Karen Gagné-Gbedi. Elle est socio-anthropologue. Bonjour à vous, chers invités. Alors, avant toute chose, il est important pour nous de savoir ce que c'est que le harcèlement sexuel. Comment le définissez-vous? Merci bien. Déjà, quand nous parlons du harcèlement tout court, l'harcèlement, c'est toute forme de violence que subit une personne qui se voit en position d'infériorité dans un cadre social donné. Et revenant à l'harcèlement sexuel, je pourrais dire que c'est l'ensemble de gestes dégradés, ensemble d'attouchements, de violences exercées sur une fille ou basées sur le genre carrément, une fille ou un garçon, contre son gré ou contre sa volonté. Je le disais dans l'introduction, le harcèlement se présente sous plusieurs formes dans nos lycées et collèges. Quels sont les cas les plus fréquents observés? Les cas les plus fréquents que nous avons, on a l'harcèlement moral dans nos lycées et collèges et l'harcèlement sexuel. Le tout démarre d'abord par l'harcèlement moral où l'enfant ou l'élève ou le lycéen ou la lycéenne est face à des humiliations, à des, comment je dirais, l'enseignant ou les camarades essaient quand même de dévaloriser, d'amener cet élève ou cette lycéenne ou cet lycéen à perdre la confiance qu'il a en lui-même ou en elle-même et d'être fragilisé. Ensuite, vient l'harcèlement sexuel qui n'est que le passage supérieur de l'harcèlement moral. Parce que l'harcèlement sexuel ne vient pas directement. Il part d'abord de l'harcèlement moral qui parfois échoue et donne lieu maintenant à l'harcèlement sexuel qui n'est que le fait qu'on trouve des personnes à comportement pervers qui font des attouchements, qui violentent la fille ou le garçon, où on lui dit de manière répétée qu'il faille à ce qu'il accepte, qu'elle accepte le sexe contre des notes ou contre des faveurs pour le faire passer en classe supérieure. Alors, selon vous, quels sont les éléments à la base de cette dérive-là? En d'autres termes, quelles sont les causes du harcèlement? Les causes du harcèlement sont multiples. On a les causes basées sur l'individu lui-même dans la société, les causes ayant référence à l'éducation qu'a la personne qui harcèle ici. Et soit c'est que la personne n'a pas un mental fort ou a vécu dans une zone où il a déjà vécu l'harcèlement lui-même et il est prêt dans un style mental, psychologique d'exercer ce même phénomène sur quelqu'un d'autre pour pouvoir montrer sa force et sa supériorité en l'exerçant sur les plus faibles. Il y a aussi, aujourd'hui, nous assistons à la facilité recherchée par beaucoup d'élèves, de lycéens, où on n'est pas prêt à apprendre pour pouvoir aller dans l'autre classe, mais on préfère soit, parce que l'harcèlement ici est sous deux tableaux, envers les lycéens et lycéennes et envers aussi les enseignants qui sont dans ces lycées et collèges-là. Donc il y a la facilité recherchée, il y a la paresse qui renvoie au problème d'éducation qui se pose de plus en plus. Il y a également le fait où on assiste à un développement physique sur le plan médical. Il y a un développement physique poussé aujourd'hui de certains enfants où à peine il est à 13 ans ou elle est à 14 ans que déjà vous sentez que c'est une femme de 20 ans, de 25 ans qui est en face. Les enfants sont de plus en plus précoces. Ils sont plus précoces que la norme. Et face à cela, on n'arrive tout souvent pas à avoir de retenue
au niveau de certains corps professoraux qu'on a dans nos lycées et collèges. Vous avez évoqué la question de l'éducation, nous allons y revenir, mais avant, je vous propose de suivre cet élément. Notre équipe a effectué une descente dans l'un des grands collèges de Cotonou. Nous avons recueilli des avis et des témoignages. Suivez plutôt. J'ai été victime de l'harcèlement sexuel en classe de première par deux professeurs. Un qui fait l'histoire, qui fait l'SVT et l'autre la philosophie. Moi, le professeur de SVT, lui, s'il passe dans les rangées, lui touche mes cuisses, ou bien tout le temps s'il passe, il me chatouille, ou bien il me touche les seins, ou bien les cuisses. Je montre à ma camarade que c'est de regarder, de donner rien dire. Elle me dit de ne rien dire. Si je veux vraiment passer en classe supérieure, de ne rien dire. J'ai vécu un témoignage dans un établissement privé entre censeur et élève, jusqu'à ce que le professeur a enceinté l'élève. Donc le professeur a demandé à l'élève d'enlever la grossesse. Nous constatons qu'il y a des élèves qui portent des trucs excitants pour inciter leur professeur ou autre autorité. Par exemple, on demande surtout aux élèves filles de faire tout possible pour que leur kaki dépasse le genou. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est qu'il y a certaines parmi elles qui font que leur kaki ne dépasse même pas le genou, ne vient même pas au genou et ça fait sortir leur cuisse. Je les invite à respecter les normes et à faire ce pourquoi elles sont venues à l'école, ce pourquoi elles ont porté kaki. Il y a des lois qui sont prescrites pour la lutte contre l'harcèlement sexuel en milieu scolaire, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces lois ne sont pas du tout efficaces pour éradiquer ce problème. Donc ce que moi je proposerais, c'est qu'il faut que les victimes, à chaque fois que les victimes d'harcèlement sexuel, je parle plutôt des filles, qu'elles aillent dénoncer. Aujourd'hui, les enfants, si vous n'êtes pas vraiment bien dans la tête, c'est eux qui vous harcèlent parce qu'ils veulent les moyennes. Ils vous proposent des conditions pas possibles pour pouvoir céder à la facilité. Mais il vous revient de résister et de dire non par rapport à ces pratiques-là. Mais les parents doivent jouer un rôle très, très, très important au niveau de leurs enfants. Ils doivent vraiment jouer leur rôle. Et l'autre chose aussi, c'est dû à l'inconscience des professeurs, des enseignants. Parce que les apprenants que nous avons, ce sont nos enfants. Et en tant qu'éducateurs, on devient parents, l'exemple de nos enfants. Donc, on a du mal à comprendre le fait qu'un enseignant court derrière un élève. Même si on sait que l'élève, c'est à cause des notes que l'élève court derrière l'enseignant doit ramener cet élève à l'ordre en tant que parent. Si les élèves le disent, bon, il faut aussi voir d'un autre côté, s'il y a des enseignants qui le font, je ne vais pas dire non. Mais je n'ai pas vu, mais je ne vais pas dire non. Parce qu'il y a des lois qui sont sorties. Ces lois ont précédé quelque chose que nous savons tous. Je vais alors exhorter ses collègues à mettre fin à cette pratique. Que les parents d'élèves nous aident. Qu'ils nous aident, qu'ils suivent le cursus de leurs élèves. Quand un élève vient au cours et ne vient pas au cours, en réalité, il va ailleurs, on ne sait pas, il manque le cours, le parent ne sait rien. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous frappez même un élève, un parent d'élève peut venir affronter l'enseignant. Donc ça fait que l'éducation des élèves aussi a pris un coup et le dialogue entre enseignants et élèves aussi, je dirais, a pris aussi un coup. Voilà, vous l'avez vu, les parents, la responsabilité de ces derniers est interpellée. Alors dites-nous, Madame Gagné, quel est le rôle qui incombe aux parents dans cette affaire? Merci beaucoup. Je dirais que la responsabilité est partagée, mais à pourcentage diversifié. Quand nous prenons le rôle des parents, c'est
disons 70% dans le partage des responsabilités, parce que vous savez, un enfant bien éduqué est un homme demain mûr, égalé par la société. Donc, il incombe aux parents de revoir les formes éducationnelles, parce qu'aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de parents qui sont professionnels, ils quittent tôt la maison et reviennent tard le soir. Et parfois, on n'a pas vraiment le temps pour discuter avec les enfants, pour échanger avec les enfants, ou pour continuer à tresser la nouvelle code éducationnelle au bout de l'ancienne. On se dit, c'était le temps des parents, et puis l'éducation aujourd'hui est entre le marteau et l'enclume de l'ancienneté, de la modernité face à laquelle nous sommes aujourd'hui dans la société, où on est face au recopiage de la vie de l'Occident, où on se dit avec les lois et les normes, les droits des enfants, il faut plus frapper, il faut plus gronder. Or, nous oublions que l'être humain, à un moment donné, a besoin de recadrage, qui plus est l'enfant, qui ne fait que copier ce qu'il voit en face de lui. L'enfant n'est que la copie conforme de ce qui est en face de lui. Donc les parents ont cette rude obligation-là de pouvoir rééduquer leurs enfants, de pouvoir accompagner les enfants dans leur formation, beaucoup plus quand ces enfants commencent l'âge de la puberté. Déjà que l'harcèlement n'est pas forcément à l'âge puberté, ça commence parfois en dessous de ça. Très tôt dans la société. Donc, il incombe aux parents de pouvoir prendre conscience que le monde évolue et que la réalité d'un temps ne peut disparaître complètement en matière d'éducation. Le père doit être à même de discuter avec son fils, d'inculquer les valeurs et les normes qu'il faut, parce que si l'enfant est bien éduqué, dès que les premiers symptômes d'harcèlement s'affichent, l'enfant doit se référer à ses parents pour en parler et en discuter. Ce qui renvoie à l'autre aspect de l'éducation, qui est la communication parents et enfants, qui est impérative dans le processus. Si les parents n'ont pas du temps pour discuter avec leurs enfants, ils ne pourront pas savoir qu'on est au début de l'harcèlement, on est au milieu, à la fin, à un niveau avancé. Ok. Avant de conclure cet entretien, je vous demanderai de prodiguer quelques conseils aux victimes, d'une part, et aux auteurs aussi de ces pratiques. Ok. Conseil aux auteurs, moi je dirais tout simplement, parce que une petite parenthèse, l'harcèlement c'est aussi entre les élèves du même âge qu'entre les professeurs et les élèves. Donc je dirais tout simplement aux auteurs qu'il faille qu'ils arrêtent, parce que ces enfants qui sont harcelés peuvent être leurs enfants, et d'essayer de se mettre dans la peau des parents de ces enfants, parce que c'est tout un poids psychologique pour un enfant de subir un harcèlement sexuel. Ça conduit certaines personnes à ne pas se marier plus tard parce que la crise ou la plaie est toujours là. Donc ce que je demanderais aux auteurs de ce crime très vilain, c'est d'essayer de revoir la donne, d'essayer de combattre leurs pulsions, d'aller voir des psychologues s'il le faut pour les accompagner à corriger ces problèmes qu'ils ont, d'essayer d'avoir des amis autour d'eux et de chercher des personnes de leur taille, de leur gabarit, de leur âge social, et de savoir que la loi est là et que la loi sévit. Face aux victimes, je dirais tout simplement d'essayer de combattre la peur. Parce que c'est beaucoup plus ça le problème. On se dit, si je le dis aujourd'hui que j'ai été victime d'harcèlement sexuel, on me rendra beaucoup plus coupable. On dira que c'est moi, j'ai provoqué cet homme ou ce garçon. Donc on a la peur du regard des autres. On a la peur des stéréotypes et on refuse d'aller parler. Je conseillerais aux victimes de faire l'effort parce qu'il s'agit de leur mental, il s'agit de leur avenir, d'aller en parler, parce que si une seule personne en parle, ça aide beaucoup d'autres qui sont en train de subir en silence de pouvoir en parler et d'être sauvés. Merci à vous, Madame Karen Gagné-Gbedji. Je le rappelle, vous êtes socio-anthropologue. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission « Les enfants, nos trésors ». Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien. À bientôt.